Bonjour et bienvenue à Abidjan, bienvenue pour une interview exclusive de Laurent Gbagbo, l'ex-président de Côte d'Ivoire et le président d'un nouveau parti, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Merci. Monsieur le Président, c'est la première fois que vous donnez une interview depuis votre retour en Côte d'Ivoire, et j'allais dire votre retour désormais en politique. Ça fait presque 40 ans, vous aviez fondé le Front populaire ivoirien. Est-ce que la création de ce nouveau parti, c'est un petit peu une déchirure ou pour vous, c'était nécessaire pour tourner la page? C'est toujours une déchirure quand on est obligé de recommencer quelque chose. Mais il fallait. Il fallait parce que à mon retour, je ne reconnaissais plus le parti que nous avions créé depuis longtemps, depuis 1982. Et il fallait reprendre les mêmes idées, la même force, la même dynamique pour l'injecter dans un nouveau parti. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, est-ce que le nouveau parti, c'est le FPI, mais avec un nom différent, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que, évidemment, 40 ans ont passé, les idéologies ont changé. Les temps ont changé. On ne peut pas être en 2021 ce qu'on était en 1982. Les temps ont changé, les circonstances aussi. En 1982, il y avait le parti unique. Donc c'était la lutte principale, c'était de briser le parti unique. Aujourd'hui, la lutte principale, c'est autre chose. Mais c'est la même fougue, c'est la même orientation, ce sont même pour beaucoup les mêmes hommes, et nous avançons. Alors, j'ai écouté votre discours, je l'ai trouvé très panafricaniste. Alors c'est vrai que le nom du parti l'évoque. On vous a entendu dans le passé, certains ont dit que vous aviez un discours nationaliste, choses comme ça. Est-ce que ça aussi c'est une volonté parce que vous pensez que l'Afrique doit s'unir et qu'il ne peut pas y avoir que des chefs de village, comme vous les avez appelés, qui gèrent leur micro-État? Oui, c'est vrai que l'Afrique doit s'unir. Mais je donne toujours l'exemple des États-Unis. Au moment où les États-Unis se libéraient du joug colonial, ce qu'on appelait la guerre de libération, ils étaient 13 au départ, 13 États. Mais ensemble, 13 États aujourd'hui, ça fait la CEDEAO, pratiquement. Mais ils ont continué à s'agrandir. Ils sont aujourd'hui plus de 50 États dans un seul pays. Et ils sont puissants. Regardez tous les pays qui sont puissants dans le monde. Ce ne sont pas des micro-États comme nous les avons en Afrique. Donc il arrive un moment, comme Nkrumah avait été le précurseur en écrivant «L'Afrique doit s'unir», et c'est maintenant que j'ai observé qu'il avait fait ses études aux États-Unis et qu'il avait étudié l'histoire américaine. Donc il est temps que les Africains commencent à s'unir véritablement au lieu de juxtaposer les micro-États. Vous imaginez en héritier de Kwame Nkrumah? Donc, je ne suis pas un héritier de Kwame Nkrumah, mais Kwame Nkrumah a mis ses idées sur la place publique. Les adopte qui veut. Et moi, je les adopte, ces idées-là.
Mais est-ce que vous allez quand même vous occuper des problèmes des Ivoiriens, que ce soit la santé, l'éducation, les infrastructures, ou est-ce que vous avez cette vision panafricaniste parce que vous êtes un parti d'obédience socialiste et donc c'est quand même votre priorité? Mais bien sûr, en politique, on ne fait pas une seule chose. On fait plusieurs choses. Sur les problèmes de santé, d'éducation, j'ai eu à m'exprimer, j'ai eu à gouverner, j'ai commencé une politique. Au niveau de la santé, il est impérieux de mettre sur pied l'assurance maladie universelle. Nous avons voté la loi Ourochi-Clotilde existe. Et dès que nous l'avons votée, quelques semaines plus tard, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. C'est tout dire. Nous avons l'éducation nationale. Nous avons prôné l'enseignement gratuit et nous avons commencé à le faire. Nous avons fait faire les livres que nous distribuions aux élèves de l'école primaire, qui les gardaient et qui les rendaient à la fin de l'année scolaire. Nous avons fait tout ça. Et vous allez continuer à le faire? Ah oui, bien sûr. Si nous étions aux affaires, nous allions continuer à le faire. Donc, là-dessus, les Ivoiriens nous connaissent. Ils savent. Vous n'avez pas changé? Non, mais on ne change pas ce qui est bien. Au Congrès, il y avait une absence qui a été remarquée, Oui. celle de Simone Gbagbo. Oui. Est-ce que ça signifie clairement qu'il y a désormais un divorce politique ou est-ce que vous espérez qu'elle pourrait rejoindre votre mouvement? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Moi, je vais. J'avance. Je vais devant. Un parti, c'est ainsi fait. Appartient au parti celui qui y adhère. Si elle y adhère. Vous l'espérez peut-être quand même? Oui, mais on espère que tout le monde adhérera. On espère toujours, quand on crée un parti, que tout le monde adhérera. On sait très bien que tout le monde n'adhérera pas, puisque ce serait un parti unique. Mais celui qui adhère est membre. Alors, on a parlé d'une absence, il y avait une présence qui a été remarquée, c'est celle d'Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir. Il est venu, il a parlé, il a même été applaudi un petit peu par la salle. Pour vous, c'est clairement un message de la part du président Ouattara, un message peut-être de réconciliation d'une certaine façon. Comment est-ce que vous avez interprété? C'est d'abord un message de notre part. C'est vous qui l'avez invité. Parce que c'est nous qui les avons invités. Voilà. Donc on les a invités. On a invité tous les partis. Hein. On les a invités. On a invité le PDCI. On a invité tous les autres partis. Bon. Et nous sommes heureux qu'ils aient répondu à l'invitation. Qu'ils aient répondu positivement à l'invitation. Et il a fait un discours qui était correct, que j'ai trouvé bon. Et je l'ai même félicité à la fin de son discours. Bon, aujourd'hui, comme je n'ai cessé de le dire depuis mon retour, il faut discuter, il faut se réconcilier pour que l'État fonctionne normalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Mais il faut mettre en place les mécanismes pour que nos lois que nous nous sommes données fonctionnent et soient appliquées. Et j'espère que l'heure venue au Congrès signifie cela. Alors, Alassane Ouattara, vous l'avez vu le 27 juillet, c'était votre première rencontre officielle depuis pratiquement 10 ans. Je crois comprendre que vous échangez
relativement régulièrement. Est-ce qu'une prochaine rencontre est prévue? Parce qu'il y a évidemment plusieurs dossiers sur la table. Oui, oui, j'espère qu'une rencontre prochaine aura lieu, surtout pour fixer les caps nouveaux. Pour fixer les caps nouveaux. C'est-à-dire, la réconciliation, ce n'est pas un slogan. La réconciliation, ce n'est pas un slogan. Ça pourrait prendre la forme de quoi? D'une sorte de dialogue national? Bon, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais... Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dépend de ce que le chef de l'État va nous proposer comme schéma. Mais je pense qu'il faut solder tous les comptes et puis se mettre en chemin. Alors, parmi les comptes à solder, il y a le dossier des prisonniers. Oui. Vous lui avez soumis une liste, je pense, de 110 noms. Une bonne partie ont été libérés, mais pas tous, civils et militaires. Et il y a le retour des exilés. Est-ce que vous espérez qu'il va répondre à vos doléances à ce sujet? Oh ben j'espère. J'espère. Quand on pose des problèmes sur la table, on espère qu'on aura des réponses. Donc, je souhaite que ces dossiers-là soient réglés et que Au plus vite. Au plus vite. Et que les prisonniers soient libérés et que ceux qui sont encore à l'extérieur reviennent, etc. J'ai entendu dire que lors de cet entretien du 27 juillet, vous avez abordé avec le président le cas de Guillaume Soro, Oui. que vous avez plaidé pour qu'il puisse revenir, mais que le président vous a opposé un refus catégorique. Vous confirmez? Non, vous avez mal entendu. J'étais pas là, mais Oui, mais vous avez entendu. Celui qui vous a parlé a mal parlé. Alors, A mal parlé. racontez-nous, Monsieur le Président. Non, je n'ai rien à raconter. Je sais qu'on a discuté de beaucoup de cas, dont celui de Guillaume Soro, et il n'y a pas de non ou de oui. C'est même le président Ouattara qui a abordé le problème de Guillaume Soro. Donc, Vous souhaitez son retour? oh, mais bien sûr, je souhaite que la Constitution soit appliquée. Dans notre Constitution, on dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Je crois que c'est ça que dit la Constitution. Je souhaite qu'elle soit appliquée. Parce que si nous avons écrit ça dans la Constitution, si les constituants l'ont écrit, ça correspond à beaucoup de choses dans la tête des Ivoiriens. Voilà. Alors, il y a un autre sujet, vous l'avez abordé dans votre discours de clôture au Congrès, c'est votre condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Vous avez dit que vous récusez cette condamnation. C'est peut-être pas aussi simple, parce qu'elle est là. Est-ce que vous attendez, de la part d'Alassane Ouattara, une amnistie sur cette affaire? Moi, je n'attends rien. je n'attends rien. Mais c'est quand même une épée de Damoclès pour vous. Oui, mais moi, je n'ai aucune épée de Damoclès parce que je n'espère rien. Je n'ai jamais braqué une banque. Jamais. Je n'ai jamais braqué aucune banque. Ici, la BCAO a été braquée, mais on connaît les braqueurs. La BCAO a été braquée. La BCAO Mans, la BCAO Boaké, la BCAO Korogo ont été braqués. Par les rebelles, donc. Ah oui, par les rebelles. On le sait. Et puis, c'est Gbagbo qu'on condamne à 20 ans. Moi, je ris. Je ris et je dis que c'est une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût. Mais vous voulez qu'elle cesse? Vous dites? Vous voulez que cette mauvaise plaisanterie cesse? Oui, mais moi, je ne demande rien. Je dis que c'est une mauvaise plaisanterie, point. Bon, maintenant, si elle ne cesse pas, bon, je suis habitué aux prisons.
je suis habitué aux privations de liberté, je suis habitué à tout ça, mais on ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. C'est ça. Il y a un autre sujet sur lequel vous êtes exprimé, enfin on a tous compris, Oui. c'est ce projet dont on parle de mettre une limite d'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ça a déjà existé dans la Constitution de 2000. Cette limite avait été levée lors de la dernière réforme constitutionnelle. Et il se dit qu'on pourrait la rétablir, ce qui ferait que Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédier et vous-même ne seriez pas en mesure de vous présenter, si vous le souhaitez, à une prochaine élection présidentielle. Vous êtes contre? Cher ami, sur ce point-là, il faut que je sois très clair. Houphouët-Boigny est mort en 1993, décembre 1993. Et quand il y a eu le coup d'État de décembre 1999 contre Konan-Bédier, la Constitution a été suspendue, tous les tralala d'un coup d'État. Et les constituants, là encore, ont rédigé une constitution, mais avec une erreur que nous avons tous commise. On a mis l'âge limite pour se présenter comme candidat à 75 ans. Et nous avons tous applaudi. Moi aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai applaudi. Mais on se trompait. On se trompait parce que Houphouët-Boigny avait régné sur la Côte d'Ivoire depuis 1945. Il a été élu député à l'Assemblée française, à l'Assemblée nationale française en 1945. Et il était le numéro 1. Il est resté le numéro 1 jusqu'en 1993. Donc les gens étaient un peu fatigués. Mais l'erreur a été commise sur l'interprétation de cette fatigue. On a cru que c'était l'âge du fouet qui posait le problème. Alors que ce n'était pas l'âge. C'est la durée de son règne qui posait problème. Et quand on a réfléchi après, on s'est rendu compte que des pays comme les États-Unis, maintenant la France, parce qu'au début, la France, il n'y avait pas de limitation de mandat, on s'est rendu compte qu'il faut limiter les mandats dans un régime présidentiel et présidentialiste comme celui que nous avons, et non pas l'âge. Donc vous êtes contre? Donc je suis contre. Le président Ouattara semble y être favorable. Ça, c'est moi que vous interrogez maintenant. Oui. Voilà. Donc, je suis contre. Et Parce que vous considérez que c'est une façon de vous éliminer? non, je trouve que c'est ringard. Je trouve que c'est ringard. Dans un pays civilisé où on est bien élevé, on ne limite pas, on ne limite pas les candidats par leur âge, à cause de leur âge. Joe Biden est plus vieux que moi. Hein? Joe Biden est plus vieux que moi. Puis il y a des pays où des vieux, et Joe Biden est plus vieux que son prédécesseur. Et c'est le plus vieux qui a été élu, pas le plus jeune. Et ici même, interroger les gens, qui est le chouchou des jeunes? Faites un sondage et vous verrez. C'est qui? Non, j'ai dit faites un sondage et vous verrez.
Vous avez dit dans votre discours deux choses. Vous allez dire, je ferai de la politique jusqu'à ma mort. Bien sûr. C'est moi et moi seul qui vais décider sous quelle forme. Et après, à la fin de votre discours, vous avez dit cette phrase qui a intrigué beaucoup de militants, il faut le dire, à qui j'ai parlé. Mon ambition aujourd'hui, c'est de partir. On a l'impression que vous dites une chose et son contraire. C'est qu'on comprend mal. Alors expliquez-nous. Ah oui, parce que faire la politique, ce n'est pas être président du PPA. Vous comprenez? Je fais la politique en étant à la tête du parti, mais je peux faire la politique sans être à la tête du parti. C'est ça que je veux exprimer. Mon ambition. Moi, je n'ai jamais été militant de base. Depuis 1982, j'ai toujours été le leader, c'est-à-dire ou bien le secrétaire général, et après président. Bon, il arrive un moment où on est fatigué de prendre sur soi toutes les charges de direction, Donc vous souhaitez... Oui, je souhaite me désengager dans un avenir que je ne peux pas définir ici. Vous désengagez de la tête du parti, la confier à un dauphin ou une dauphine, pardon. Du parti en confiant la direction du parti à quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que je quitte la politique. Mais alors, évidemment, vous savez la question que je vais vous poser. Oui. Vous l'imaginez, tout le monde a une date en tête, une date théorique qui peut changer, mais c'est 2025. Oui. Quand est prévue la prochaine élection présidentielle. Oui. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous ne serez pas candidat à cette élection? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que je l'ai dit aussi, mais ça, on l'a moins compris. Parce que j'ai dit, moi, j'ai occupé toutes les fonctions. J'ai été opposant, j'ai été président. Donc, et j'ai écrit ce qu'il faut faire. J'ai écrit ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire sorte du sous-développement. Donc mes idées sont là et je vais continuer à écrire. Bon. Maintenant, et je l'ai dit, en 1940, quand De Gaulle était dans l'avion qui le menait à Londres, il ne pensait pas qu'il allait devenir président de la République. Il y a des moments où certaines charges s'imposent à vous. Donc vous ne l'excluez pas. Donc, quand vous dites je n'en sais rien, ça veut dire peut-être oui, mais vous pourriez me dire écoutez, aujourd'hui, je me retire, je ne veux plus, je l'ai déjà été. Voilà, c'est-à-dire que si les circonstances sont telles que nous avons des chances de gagner sans moi, on va accompagner celui... Mais si les circonstances sont telles que vous avez des chances de gagner avec vous. Avec vous, avec moi, eh bien, donc je n'exclus rien. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce que vous ne voulez pas, c'est qu'on vous exclue par cette limite d'âge. C'est bien ça. Mais je refuse que quelqu'un d'autre décide pour ma vie. Je refuse ça. Et ça, c'est peut-être parce que je refuse cela que j'ai fait cette carrière politique-là. Je refuse. L'homme du refus. Alors, vous avez évoqué la question des mandats présidentiels. Oui. C'est un sujet de controverse ici en Côte d'Ivoire, mais au-delà, on va commencer par ici. Oui. Alassane Ouattara s'est donc présenté pour un troisième mandat. Il avait indiqué qu'il ne le voulait pas et que c'est suite au décès par maladie de son dauphin désigné Amadou Gon Coulibaly qu'il a été forcé à le faire. Pour vous, il a violé la Constitution? Lui affirme que non. Oh, je ne parle pas du décès d'Amadou Gon que je connais, qui a été mon ministre. Bien sûr. Mais je pense que le problème en Afrique,
on ne respecte pas les textes qu'on écrit. En Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, les textes, on a l'impression qu'on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui, mais vous connaissez l'argument, on change de constitution, on remet les compteurs à zéro. Oui, mais c'est justement tout ça qui est ne pas respecter la loi. Donc Alassane Ouattara n'a pas respecté. Oui, oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de le dire? Alors, ça sert de le dire parce que vous avez parlé de la raison. Et je vais quand même vous poser une question. Vous avez cité des exemples, on va y venir. Mais est-ce que, fondamentalement, est-ce que ces histoires de limitation de mandat qu'on fait sauter, remettre à zéro, est-ce que ce n'est pas un poison pour la démocratie en Afrique? Mais je vais dire une chose, je vais vous dire une chose. Parce que ça encourage les coups d'État, Moi, d'une certaine façon. Moi, je suis pour la limitation des mandats à 2. Je suis pour Point ça. final. Bon, mais les gens ne sont pas obligés d'être pour la limitation des mandats. Il y a des pays où on ne limite pas les mandats. Et donc, écoutez, la chancelière allemande, elle a fait 16 ans. Elle a fait 16 ans. Non, mais dans les pays où il y a une limitation. Excusez-moi. Pardon. Qui le lui reproche? Personne. Parce qu'elle n'a rien violé. Elle n'a violé aucun texte. Ici, ce qu'on a reproché à Houphouët-Boigny, ce n'est pas d'avoir fait 33 ans de présidence. C'est d'avoir fait le parti unique. Vous comprenez? Mais sinon, lui n'avait pas limité les mandats. Donc, n'ayant pas limité les mandats, il continuait. Il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. La démocratie, c'est ça aussi. On adopte des textes. On n'est pas obligé de mettre 2 mandats. Mais une fois qu'on a mis 2 mandats, respectons les 2 mandats. Si on ne veut pas faire 2 mandats, on ne met pas les 2 mandats dans le texte. Alors, on va prendre un exemple que vous connaissez bien, la Guinée. Alpha Condé, vous l'avez bien connu à travers l'Internationale socialiste. Oui, même avant. Même avant, opposant de longue date, il fait 1 mandat, 2 mandats, il change la constitution, il fait un 3e mandat. Résultat, je simplifie évidemment, coup d'État. Donc Alpha Condé, finalement, a sapé sa légitimité en changeant la constitution, en violant la constitution à vos yeux? Oui, mais je n'aimerais pas commenter ce qui s'est passé en Guinée, ni dans les autres pays environnants d'ailleurs. On se connaît tous dans la sous-région, on est tous des copains, des potes, des frères, donc je n'aimerais pas faire de commentaires. Mais sur les coups d'État, quand même. Oui, mais... Parce que la CEDEAO condamne, mais finalement ça passe. On fait un coup d'État, on repousse la transition. Mais ça suffit. Je ne vais pas faire de commentaires sur les commentaires. Sur les commentaires que fait la CEDEAO. Elle agit bien, suffisamment, là-dessus? Mais elle fait ce qu'elle peut. Vous condamnez quand même ces coups d'État à répétition. Mais bien entendu, mais la CEDEAO fait ce qu'elle peut. Elle peut peu. Quand le président français va au Tchad à la suite de la mort d'Idriss Déby et semble légitimer une
transition dynastique. Beaucoup y ont vu deux poids, deux mesures par rapport à ces condamnations assez virulentes des coups d'État au Mali. Vous aussi? Mais je n'avais pas compris même ce que le président faisait au Tchad. Mais bon, ce n'est pas... C'était déplacé. Non, ce n'est pas mon affaire. Et le président français fait ce qu'il veut là-bas. Mais moi, je n'ai pas compris. Je connais N'Djamena, hein, je connais Idriss Déby. Bon, on a discuté longtemps avec N'Djamena. C'est moi qui y ai ouvert une ambassade, mais pour des raisons précises. Mais ça, je laisse au président français la liberté de faire ce qu'il a fait là-bas. On a noté, et c'est un sujet de polémique entre la France et la République centrafricaine, mais aussi avec le Mali, l'arrivée des Russes en Afrique. Vous voyez ça comment? Le président Ouattara l'a condamné dans des termes assez fermes. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Après tout, le précaré n'a peut-être plus de raison d'être en 2021. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'émeuvent de la présence des Russes. Parce que ce sont aussi des mercenaires accusés d'exaction. Oui, mais les mercenaires, il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup. Il y a des mercenaires. On a connu Bob Denard. Hein? On a connu Bob Denard qui s'est promené un peu dans toute la partie est de l'Afrique, allant de coup d'État en coup d'État. Bon, c'est une mauvaise chose. Mais les Russes, pour vous, c'est une bonne chose qu'ils... Non, non, non. Je veux dire que si les Russes viennent coopérer avec un État africain, c'est leur droit. Et c'est le droit aussi de ces États africains-là de les appeler dans une coopération qui leur semble profitable pour leur pays. Donc la réaction de la France qui critique, qui menace, pour vous... Oui, mais moi je pense qu'elle est surdimensionnée. Elle est surdimensionnée. C'est-à-dire que, bon, s'il y a des mercenaires, il faut condamner tous les mercenaires. Hein? Or, je vous dis que les mercenaires, même des mercenaires africains, il y en a beaucoup dans des pays. Même des mercenaires africains. Mais est-ce que plus largement, la présence française, militaire en Afrique, est-ce que ce n'est pas l'heure de la remettre en cause? On le voit au Mali. Ici, il y a une base militaire française, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause cela? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire les bases militaires, les accords de défense? Mais j'ai toujours remis en cause, moi. Là, vous souhaiteriez la fermer, par exemple? Vous direz à la France, les soldats à la maison? Non, mais c'est-à-dire que on a l'impression, quand on aborde certains sujets, que ce sont des sujets de rupture. Ce n'est pas des sujets de rupture. Ce n'est pas parce qu'on aura demandé de fermer les bases militaires françaises qu'on est contre la coopération avec la France. Mais l'heure d'avoir des bases militaires étrangères dans nos pays est passée. Cette heure-là est passée. Nous sommes dans une heure où nous devons aller vers plus d'indépendance, plus de coopération interafricaine. C'est ça qui est le problème. Est-ce que la même chose s'applique au niveau monétaire? Évidemment, le franc CFA. Bon, il y a eu des accords qui l'ont défait en partie, mais certains appellent à la fin définitive du franc CFA. Est-ce que c'est votre position aujourd'hui? Écoutez, tout ça, je ne veux pas aujourd'hui parler comme si je ciblais la France.
Non, mais c'est votre monnaie. Ça ne oui. cible pas la France. Pas... Ah bah si, c'est quand même la monnaie française. Et le franc. Le franc CFA a été créé quand même en 1946 par De Gaulle. Bon, mais je veux dire que tant qu'on voudra regarder la décolonisation, petit morceau par petit morceau, on ne s'en sortira pas. Les morceaux, les problèmes, il faut les mettre sur la table. Y compris celui-là. Y compris celui-là, y compris d'autres encore, et les discuter. Pour pouvoir avoir des relations non conflictuelles, pour pouvoir avoir des relations réellement amicales, il faut mettre les problèmes sur la table et les discuter. Alors que pour le moment, on les met sous la table. Voilà. Mais pour le moment, on essaie de cacher les problèmes sous la table. Ce n'est pas une bonne manière pour moi, me semble-t-il, d'aller à l'indépendance et d'aller à l'amitié vraie. Hein, à l'amitié vraie avec la France. Il y en a qui pensent, quand tu abordes ces problèmes à Paris, que tu es contre eux, que tu es contre la France. Alors que c'est peut-être toi qui détiens la clé de l'amitié réelle avec la France. Je veux en revenir au 31 mars de cette année. Vous vous souvenez de la date, j'imagine? Bien sûr. Vous êtes à la Cour pénale internationale. L'acquittement définitif est prononcé. On se souvient de votre visage. Vous pensez à quoi à ce moment-là? J'ai d'abord fait ça. Oui. Ça, on a compris. Si vous mais... vous souvenez, oui. Oui. Ouais. Mais dans votre tête, je ne sais pas. C'est pas dans ma tête qu'il faut chercher des réponses. C'est dans la réalité. Parce que ce procès-là, pour moi, c'est une forfaiture. Mon arrestation, j'ai été arrêté, j'ai été amené à Korogo, où j'ai fait 8 mois. De là, j'ai été amené à La Haye, une nuit. Ironie du sort, par le groupement présidentiel que j'avais l'habitude d'utiliser pour mes voyages officiels. C'est là-dedans qu'on m'a amené à La Haye. Bon. En arrivant là-bas, j'étais un peu inquiet. Parce que je me disais, je suis le chef des armées, je suis le chef de l'État, peut-être que sous moi, des soldats ou des membres de l'administration ont fait des choses punissables. Et donc, comme on va m'en faire porter le chapeau, bien. Et puis, on me présente, quelques semaines plus tard, on me présente devant le tribunal. Et le bureau du procureur lit ses charges. Des charges très graves. Hein? Des charges très graves. Très graves. Les pires. Dès ce jour-là, j'ai su que j'allais être libéré. Dès ce jour-là? Oui, dès ce jour. Parce que c'était de la plaisanterie. C'était de la plaisanterie ou c'était du complot à vos yeux? Oh, les deux mots sont synonymes dans ces cas-là. Non, ce n'est pas synonyme, monsieur le Président. Si. Dans l'un, il y a une intention, dans l'autre, il n'y en a pas. Ah bon, oui, si. C'est-à-dire que l'intention, c'est de m'écarter de la vie politique.
Mais la manière de faire c'est la plaisanterie. Parce que m'accuser de ce dont on m'a accusé, crime de guerre, crime contre l'humanité, viol, assassinat de masse, enfin, et j'en passe, hein. Je n'ai pas en tête tout. Mais j'avais l'impression qu'on parlait d'une autre personne et pas de Gbagbo Laurent. Je suis quand même Gbagbo Laurent et en Côte d'Ivoire, on me connaît. On connaît mes positions, on connaît ma pratique. Donc, dès cet instant-là, j'ai vu que le bureau du procureur, c'était de la plaisanterie qu'il faisait. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai dit devant la Chambre, on ira jusqu'au bout. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Vous n'avez jamais douté pendant toutes ces Je longues n'ai années. jamais douté. J'ai dit, quel que soit le temps que ça prend, si on va jusqu'au bout, qu'on décortique tous ces éléments d'accusation, je serai libéré. C'est ça que ça veut dire, on ira jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. Et voilà, le 31 mars est arrivé où j'ai été définitivement acquitté. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudet, Oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que Moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien Je remarqué. suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait presque 1000 morts en une journée à Dieukwé. La CPI, le procureur affirmait enquêter sur le sujet. Vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. Mais on prend Gbagbo, on prend Blé Goudet, on les dépose à La Haye. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple,
Il fait partie de ces 11-là, puisque c'est lui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Bon. Vous avez subi des violences à ce moment-là, Monsieur le Président? Il y a eu beaucoup de violences. Contre vous? Mais bombarder ma maison, une maison où je suis, qu'est-ce que c'est? C'est pas déjà une violence, ça? Voilà. Bombarder une maison à partir du 30e mai, non, 30e mars, voilà. À partir du 31 mars jusqu'au 11 avril, bombarder une maison où se trouve un chef d'État. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? Mais ça, ce sont des... Vous considérez toujours que vous aviez gagné en 2010 ou que le résultat... Le problème n'est même plus là. C'est même plus là? Le problème n'est même plus là, puisque de toutes les façons, on ne peut pas faire un rétropédalage. Voilà. Bon, on avance. On avance. Et je sais avancer. Est-ce que vous vous pardonnez à Alassane Ouattara ces événements? Mais je pardonne à tout le monde. Il n'y a pas que lui. Je pardonne à tout le monde. Tous ceux que je n'ai jamais crié contre Nicolas Sarkozy, ni contre Alassane Ouattara, ni contre... je ne sais pas. Quand on m'a interrogé à la CPI, j'ai dit ma part de vérité. Je veux juste vous poser une dernière question. C'est Oui. quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. Vous parlez, alors on parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent Oui. pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre Oui. l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant.